Imaginez-vous un monde sans jeu. Imaginez-vous arrêter de jouer, là. Arrêtez de rire. Arrêtez de boxer. Arrêtez de faire de bons mots. Arrêtez d'avoir de l'humour. Imaginez ça. Je pense que personne n'ose imaginer ça. Alors, mathématiques, aujourd'hui, Jean-Christophe m'a demandé de parler de l'impact du jeu sur les talents. Moi, j'ai eu envie de rajouter, et si jouer était la meilleure façon de travailler? Même les grands sportifs, même les sportifs de haut niveau trouvent énormément de plaisir au jeu. Jean-Claude Killy a commencé à skier en glissant sur ses fesses, en faisant de la luge, en s'amusant. Pour lui, la glisse, c'était le niveau suprême du jeu. Alors, on va parler effectivement de l'impact du jeu sur les talents. Et je voulais préciser que maître du jeu, c'est surtout pas du one-shot. C'est surtout pas de temps en temps faire un escape game, faire un tournoi de baby-foot, faire une petite sortie et revenir après au boulot dans un environnement, allez, on va le dire plutôt coincé, ou au moins formalisé, sérieux, voire même avec des managers autocratiques. Ça ne marchera pas. N'essayez pas, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera que le temps du jeu, mais ça ne donnera absolument aucun effet pérenne. En revanche, moi, je veux vous parler du jeu comme d'un vrai état d'esprit. Le jeu, encore une fois, dans sa vie, dans ce que cela représente en termes d'humour, de mode de fonctionnement. Et ça, quel que soit son âge, d'une part, et quelle que soit aussi sa position hiérarchique. Alors moi, j'adore regarder sur Internet toutes les vidéos de Barack Obama, parce que ça a quand même été un des plus grands dirigeants de ce monde qui avait le jeu, l'humour, la dérision dans la peau. Et vous trouvez, si vous faites une recherche Obama Fun, vous trouvez des dizaines et des dizaines de vidéos et de photos sympas comme celle-ci d'Obama en train de jouer. Donc, le jeu en tant qu'état d'esprit. Et puis, le jeu pour son efficacité. Alors, le premier des impacts du jeu sur les talents, c'est la révélation. Alors, la révélation, oui, le jeu pour révéler les talents. Quand on joue, quand on est dans un environnement allégé, sympathique, où on se sentira pas jugé, pas humilié, eh bien, on développe ses capacités, on développe ses talents. On se révèle ou on révèle ses talents. Alors, j'ai voulu à chaque fois vous donner des petits exemples. La révélation, une entreprise que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Zappos. 90% des collaborateurs de Zappos sont des opérateurs téléphoniques. Donc des gens avec un niveau d'études relativement modeste. Et pourtant, c'est eux, sous l'impulsion de Tony Hsieh, qui ont fait de Zappos l'entreprise du bonheur. C'est eux qui ont identifié les valeurs qu'ils souhaitaient mettre en avant chez Zappos. La première, c'est le wow. La première valeur de Zappos, c'est le wow. C'est l'étonnement du client. La deuxième, c'est susciter le changement. Et la troisième, c'est être drôle. Et chez Zappos, il y a un environnement qui est fait pour laisser à chacun des collaborateurs
le choix, la possibilité, les moyens de développer ces valeurs qui, je le rappelle, qu'ils ont eux-mêmes définies. Donc il y a beaucoup de fun, il y a beaucoup de jeux et il y a aussi beaucoup d'attention aux clients. Donc, premier élément, la révélation. Deuxième élément, l'attraction. Et là, beaucoup d'entreprises l'ont compris, attirer les talents, c'est quelque chose d'important. Comment on les attire? Là aussi, j'ai fait une petite sélection forcément pour rester dans le timing. Prenons Michel et Augustin. Michel Augustin, il commence à être vraiment très très connu aujourd'hui. 200 collaborateurs. 200 collaborateurs. 7000 CV reçus par an. Parce que chez Michel et Augustin, en tout cas, ce qu'on en voit et ce qu'ils montrent, c'est on s'amuse, on joue, ce qui ne veut pas dire qu'on est exigeant. Augustin, c'est un vrai stakhanoviste de la rigueur, de la précision, de l'efficacité. Mais chez Michel et Augustin, on a de la liberté et on joue. Et ça donne 7000 CV reçus chaque année par la pauvre DRH. C'est aussi le cas chez Davidson Consulting. Alors Davidson Consulting, pour mémoire, c'est l'entreprise qui a pendant 4 ans, de 2014 à 2017, été les premiers au classement Great Place to Work en France et en Europe. Alors chez Davidson et Consulting, ils sont un tout petit peu plus, ils sont 2500, mais 8000 CV par an reçus chez Davidson Consulting. Et le motto de Davidson Consulting, c'est « vivement lundi », qu'on s'éclate, qu'on se marre, etc. Mais avec, bien entendu, toujours cet esprit de rigueur et d'efficacité qu'on va retrouver aussi chez Blablacar avec leur fun and serious. Enfin, le jeu pour retenir les talents. Un des gros soucis des entreprises aujourd'hui, c'est de voir partir leurs talents. Il faut les laisser partir. C'est important aussi qu'ils aillent faire un petit peu qu'ils aillent visiter le monde. Mais c'est aussi tellement important de les retenir. Je travaille avec des entreprises qui ont 25-30% de turnover et qui me disent « mais comment on fait? Comment on fait pour retenir les gens ?» Et là, il n'y a pas 36 solutions, il faut changer le modèle managérial. Qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir envie de rester? Et pour le coup, là, on retrouve des entreprises où, au contraire, le turnover ne dépasse pas 3 à 4%. Chez Google, en France, c'est un de leurs problèmes. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un peu plus de turnover, parce qu'on ne peut pas quand même embaucher tout le temps. Donc, on a besoin de 109. Donc, le jeu couteau suisse, hein, sur les talents, hein, ça les révèle, ça les attire et ça les retient. Alors, comment ça marche? Parce que comment est-ce qu'on fait pour que d'un modèle avec des gens, on va dire, qui ne nous apparaissent pas forcément comme des talents, tout d'un coup, on se retrouve avec des gens pleins de puissance, d'énergie, d'idées et d'envie, et des gens qui deviennent engagés. Hein. On l'a vu il y a quelques instants, avec ces chiffres terribles des études Gallup qui descendent d'année en année. Il faut quand même voir ça, hein, parce que en France, on est à 6%, alors qu'il y a 2 ans, on était à 9%. Hein, donc ça chute de plus en plus. Alors d'abord, le jeu, c'est notre premier mode d'apprentissage. Ne l'oublions jamais. C'est celui qui marche toute notre vie. C'est celui qui nous permet de progresser, de tester, de tenter de nouvelles choses, qui nous permettent d'apprendre. Et j'aime beaucoup cette citation de Georges Bernard Shaw. Hein. En vrai, on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit. On vieillit parce qu'un jour, on arrête de jouer, alors qu'on ne devrait pas arrêter de jouer. D'ailleurs,
pendant des décennies, nos grands dirigeants l'avaient bien compris, puisqu'ils étaient toujours flanqués de gens qui les faisaient rire à la cour. Le théâtre, le jeu, le plaisir faisait partie des moyens de se déstresser. Et c'est la réminiscence que nous avons encore dans les jeux d'échecs, puisque dans les jeux d'échecs, de part et d'autre du roi et de la reine, il y a les fous. Donc n'oublions pas ces choses qui étaient à une époque essentielles. Plus techniquement, on va dire, et on a vu des choses sur les neurosciences tout à l'heure, le jeu favorise l'agilité mentale et la logique déductive. On ouvre de nouvelles portes, on ouvre de nouveaux espaces dans notre cerveau qui vont nous rendre plus, j'allais dire, plus intelligents, plus réactifs, plus ouverts, plus curieux, plus déductifs aussi. Le jeu, notamment, permet de se désinhiber. On joue, donc on est plus à l'aise. Encore une fois, curiosité d'esprit. Ça produit cette fameuse dopamine dont on entend souvent parler, hein, la dopamine qui permet une meilleure motivation, plus de concentration. En fait, tout ce qui est, quand on est stressé, quand on travaille, localisé sur l'avant du cerveau et sur le cortex préfrontal, prend beaucoup plus de place. C'est un petit peu comme si on passait d'une chambre comme terrain de jeu à un terrain de foot, quoi. On crée de nouvelles connexions et du coup, forcément, on est plus performant, on est beaucoup plus imaginatif. C'est aussi ce qui va nous permettre de trouver. Parce que justement, quand on a beaucoup plus de connexions, on a beaucoup plus d'idées, de facilité, on va trouver, c'était un des mottos d'Albert Einstein, une des plus fascinantes expériences par rapport à ça, ça a été l'étude qui a été faite et les travaux qui ont été faits par l'Université de Washington en 2011, grâce à ce jeu qui s'appelle Fold It, qui est un jeu donc de puzzle, etc. Ils ont fait travailler des étudiants et ils ont réussi à débloquer la recherche contre le sida, qui était bloquée depuis plus de 10 ans, parce que ces étudiants, en jouant à Fold It, ont découvert une protéine clé dans la recherche contre le sida. Donc beaucoup de bénéfices. Le jeu va développer le goût du risque. Quand on teste, quand on essaie, on a moins peur derrière. On est plus enclin à essayer. Encore une fois, ça permet de découvrir de nouvelles choses, de sortir de la boîte. Ça donne le droit à l'erreur. On joue, si on se plante, c'est pas grave. Et puis en plus, comme on essaie plusieurs fois, ça renforce la confiance en soi. Alors là, pourquoi je vous ai mis ces deux petits rats? Donc, ces deux petits rats, j'ai décidé, parce que je me suis dit, raconter une histoire de rat, c'est quand même pas super drôle. Donc j'ai décidé d'appeler celui de gauche Ratatouille et celui de droite Chouchouka. Donc on a Ratatouille et Chouchouka qu'on met tous les deux dans une pièce avec un chat. Okay, Ratatouille, il a été habitué à jouer. Alors que Chouchouka, il n'a jamais joué de sa vie. Il a toujours été tout seul, on l'a toujours empêché de jouer, il ne sait pas ce que c'est que le jeu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans cette pièce avec le chat, les deux rats se planquent sous le canapé. Sauf que Ratatouille, il joue. Donc il sort du canapé, il fait des essais, regarde où est le chat, il va se planquer sous la commode, etc. Il tente. Et finalement, il sort de la pièce. Alors que Chouchouka, le pauvre, il reste et finalement il dépérit sous son canapé dont il ne sort jamais. Alors, on sait tous ce qui est devenu Ratatouille, hein, d'où mon choix. La réalité de la chose, c'est quoi? C'est que toutes ces études qui sont faites sur des animaux et qui sont aussi étudiées dans nos entreprises montrent que quand on joue, on tente. Et quand on tente, on a plus de chances de réussir. Alors là, est-ce que j'ai cette petite vidéo qui va marcher? Elle va marcher. Le jeu permet la performance. Alors le son de la vidéo marche.
appuie sur le... Ah voilà. Ah bah dommage. Ah bah voilà. Donc là, on a tout de suite en fait le résultat donc, de ce cycliste qui en descente tente un truc absolument incroyable pour doubler tous les autres. Il a certainement déjà testé plein de fois cette idée et ça lui permet de dépasser tout le monde, cette nouvelle technique. Et vous allez voir, non seulement ça lui permet de dépasser tout le monde, mais en plus, ça va donner des idées. Et là, donc, on l'a pas vu, il a doublé une dizaine de personnes. Hein. Et on voit bien qu'il l'a testé, ça. On voit bien qu'il l'a essayé. Parce que l'air va revenir sur son vélo. Il ralentit un peu la vitesse et il reprend les pédales. Et il a tenté un truc absolument incroyable, hein, qu'on n'aurait absolument pas du tout imaginé. Alors, je récupère mes slides un tout petit peu plus pragmatiquement. Équilibrer la pression que l'on donne, la pression de l'enjeu qui est sur les collaborateurs par le plaisir du jeu est un élément essentiel de la performance des individus et d'une équipe. Alors, pour amener un petit peu de cadre à tout ça, parce que finalement c'est bien, je vous dis de mettre du jeu, etc., mais ça peut vite devenir un souk. Hein, donc, comment est-ce qu'on fait pour être un petit peu plus structuré et structurant là-dedans? Donc, je vous propose quatre idées. La première, c'est de définir un cadre clair. Dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel sport, le cadre est très clair et très défini. Quand les règles sont claires, les gens se sentent beaucoup plus libres. Quand on sait exactement comment on joue, sur quoi on joue, on est beaucoup plus performant, beaucoup plus créatif. On va avoir plus d'idées, on va être plus virtuose aussi, à partir du moment, encore une fois, et les règles dans tous les sports sont super strictes. Par ailleurs, quand on sait exactement où on va, quand on partage l'objectif, ça rend l'équipe beaucoup plus performante, parce que l'équipe sait vers où elle va aller. Donc là aussi, premier point, avoir des règles claires. Le deuxième point, et là c'est un petit joke parce que plusieurs d'entre vous les connaissent peut-être déjà, c'est s'inspirer des poissonniers de Pike Place. La fiche philosophie est une formidable philosophie de vie à déployer dans vos entreprises. Parce que d'abord, elle s'appuie sur 4 piliers. Choisir son attitude, être présent au travail, illuminer la journée des autres, faire des petits plaisirs auprès des autres et jouer. Donc la fiche philosophie, je vous invite à chercher ce que c'est. C'est vraiment un formidable booster de performance pour vos équipes. Troisième point, abandonner le command and control. Le command and control génère la soumission. Le trust, test and learn génère l'implication. Donc, abandonnons le command and control dans nos entreprises pour développer les talents. Et puis enfin, n'hésitez pas à faire du jeu un quotidien, un état d'esprit. On a développé chez nous cet état d'esprit en donnant des outils, en créant une boîte de jeux pour que les gens jouent régulièrement à des choses très sérieuses, pour que le fun, l'humour, les jeux de mots fassent partie de leur quotidien et développent ces éléments de performance, révèlent leur talent. Et puis, pour conclure, j'aurais une dernière chose à dire parce que ma longue expérience fait que j'en suis intimement persuadée. Pour ceux qui en douteraient, dites-vous que être sérieux n'a jamais, jamais, jamais rendu qui que ce soit compétent. Merci beaucoup. Merci Isabelle.